Mais si vous prenez la production d'or uniquement du Mali et du Burkina, ils deviennent premiers producteurs africains d'or, en mutualisant leurs efforts. Si vous prenez le coton du Mali et du Burkina, ils deviennent premiers producteurs. Si vous prenez les céréales, c'est la même chose. Si vous prenez le bétail, c'est la même chose. Donc ces trois pays constituent maintenant une force montante en Afrique, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan aussi économique. Donc je pense que c'est à nos trois pays de l'AES de définir les priorités, puisque les défis sont similaires, mais les opportunités sont aussi similaires, d'aller ensemble pour faire des économies d'échelle avec de nouveaux partenaires et les anciens s'ils veulent s'aligner sur la stratégie de l'AES. Bonjour Monsieur Macalou, merci de nous avoir accordé cette interview. En août dernier, dans votre pays a été adopté le nouveau code minier. Et donc, est-ce que d'après vous, l'exploitation minière va finalement profiter au Mali et surtout au peuple malien? Et d'ailleurs, c'est une question ou bien un défi commun pour beaucoup de pays africains qui disposent des riches ressources naturelles. Mais comment s'en sortir de la malédiction des ressources naturelles? Et d'après vous, existe-t-il un nouveau paradigme de coopération pour l'exploitation minière? Oui, vous avez touché une question très très importante, c'est l'exploitation des ressources naturelles et ce qu'elles rapportent aux pays qui les possèdent. Vous savez, le commerce international est basé sur le profit, c'est-à-dire les bénéfices. Et lorsque vous avez affaire à des multinationales, il faut avoir une capacité de négociation pour avoir un contrat, je veux dire, un contrat quand même qui qui peut bénéficier aux deux parties. Mais si vous négociez avec une multinationale, si vous n'êtes pas armé, si vous n'êtes pas bien préparé pour négocier ce que vous voulez obtenir, évidemment, ces multinationales ne vous feront pas de cadeaux. Si nous prenons l'exploitation d'or au Mali, l'exploitation industrielle même a commencé à partir de 1990, en 1991, parce que nous avions eu un nouveau code minier. Pour le moment, le Mali est troisième producteur d'or africain, mais madame, personne ne connaît exactement la production d'or exacte du Mali. Ce n'est pas connu parce que nous n'avons aucun système de contrôle. Et actuellement, il y a 14 mines industrielles au Mali qui sont gérées par des entreprises multinationales, évidemment. Vous avez parlé du code minier aussi, qui est la législation pour les mines. Vous savez que dans l'ancienne législation, l'ancien code minier de 91, ce qui avait été dit, c'était quand même, et celui de 2019 aussi, c'était que la participation de l'État était de 10% avec la possibilité d'acquérir 10%. Maintenant, avec le nouveau code minier, la possibilité, c'est d'avoir 20% avec la possibilité d'avoir 30% et aussi 5% supplémentaires pour la participation du secteur privé. Mais tout cela, c'est quand même assez théorique parce qu'il faut que les moyens suivent, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une législation qui est théoriquement bonne, mais qui est difficile à mettre en pratique. Donc maintenant, par rapport aux investissements, c'est cela qui est très important aujourd'hui. Et ce dont vous avez parlé, pour que cela bénéficie à nos différents pays africains, il faut augmenter la part du contenu local, c'est-à-dire la part des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, des services qui tournent, qui font fonctionner ces mines, parce que généralement ces services sont gérés avec des entreprises étrangères. Donc comment faire en sorte que les mines soient connectées à l'économie nationale? C'est un peu cela la problématique, non seulement au Mali, mais dans d'autres pays. Et donc c'est vraiment ça la difficulté. Mais je pense que la part d'investissement aussi, il va falloir changer de paradigme. Et je pense que c'est le cas maintenant, de voir augmenter la participation des nationaux et aussi des entreprises africaines dans le capital de ces entreprises pour un partenariat gagnant-gagnant dans l'exploitation des ressources naturelles. Donc, d'après vous, un nouveau paradigme
c'est la participation, une plus grande participation des entreprises ou bien des PME maliennes. Et tout à l'heure, vous avez également évoqué un aspect très important dans l'exploitation minière, c'est la capacité de négocier avec les grosses multinationales qui ont un chiffre d'affaires qui équivaut au PIB d'un pays moins développé. Et donc, comment augmenter la capacité de la population locale pour qu'ils puissent engagés dans la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Oui, vous savez, pour le moment, si vous prenez toute l'Afrique, l'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial. C'est faible, alors que l'Afrique représente 18% de la population mondiale. Et c'est cela que nous sommes en train de changer. Vous savez qu'il y a une zone de libre-échange continentale africaine qui a été mise en place, qui est opérationnelle depuis le 1er janvier 2021. Mais en dehors de cela, c'est que nous sommes quand même dans des regroupements d'intégration économique et monétaire. Et vous avez vu que, peut-être que nous allons y revenir, que le Mali et le Burkina ont quand même beaucoup de similitudes par rapport à l'exploitation de l'or. Si on arrivait à mutualiser nos moyens, je pense que ça ferait baisser déjà les coûts de production, qui sont parmi les plus faibles au monde par rapport à l'or. Parce que vous savez que pour l'or, on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver l'or en Afrique de l'Ouest. Et vous avez parmi les plus gros producteurs d'or d'Afrique se trouvent en Afrique de l'Ouest, notamment le Ghana, le Mali, le Burkina, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal maintenant. Et donc tout cela va faire qu'il va falloir améliorer la coopération sous-régionale, mais aussi la coopération internationale, parce que vous ne l'avez pas dit, mais la Chine est le premier producteur mondial d'or. Donc, évidemment, nous pouvons aussi bénéficier d'une coopération public-privé ou privé-privé pour pouvoir faire avancer un certain nombre de choses. Et quand je vois les routes de la soie, tous ces investissements qui sont en train d'être faits par la Chine dans les différents continents, je pense que nous devrions peut-être aussi profiter de cela pour nous insérer. Et je pense qu'il y a des projets qui sont en cours déjà. Mais je pense qu'un pays comme le Mali n'a pas suffisamment exploité cette initiative qui peut beaucoup lui rapporter et qui peut beaucoup bénéficier à la coopération sino-malienne. J'ai consulté sur Internet pour connaître un peu les exploitants aurifères dans votre pays et je vois que la plupart sont des entreprises occidentales. Je crois qu'il n'y a pas encore des entreprises chinoises qui sont impliquées dans le secteur de l'exploitation de l'or. Est-ce que c'est le cas? Je pense que nous commençons à avoir de plus en plus d'entreprises chinoises dans les petites mines, mais au niveau des mines industrielles, évidemment, comme vous le dites, il y a des mines essentiellement sud-africaines, canadiennes et australiennes. C'est les trois plus importants producteurs d'or au Mali en ce moment. D'accord. Et donc, vous avez dit la législation, c'est le premier pas. Il faut que d'abord le gouvernement montre sa volonté, sa capacité de encadrer ce secteur. Et puis après, c'est la mise en application, hein, faire respecter la loi. En fait, la Chine a été impliquée dans le développement agricole. Ce secteur est très important pour le PIB, à peu près 40% du PIB malien. Absolument. Et engage plus de la moitié de la population malienne. Peut-être ça change d'une année à une autre. Et aussi, ça doit être lié à la situation sécuritaire parce qu'il y a pas mal de déplacés qui doivent fuir l'insécurité pour vivre dans les villes. Et quels sont les enjeux pour ce secteur? Et d'après ce que j'ai appris sur le site officiel de l'ambassade de Chine, je sais qu'on a déjà installé un centre technique au Mali et il y a déjà des sessions de formation de culture à haut rendement pour le riz, pour le maïs, pour le coton, les fruits et légumes. Comme vous le savez, la Chine est aussi un grand pays agricole. C'est grâce comment dire, à une culture à haut rendement que les Chinois peuvent se nourrir grâce à leur propre culture. Tout à fait. Non, vous avez totalement raison, mais vous parlez de cette unité récente, mais moi,
Lorsque j'ai commencé à travailler à la présidence en 1992, ma première visite sur le terrain, c'était à l'unité de production de sucre, Soukala, qui se trouve dans la région de Ségou et qui avait été mise en place avec l'aide de la Chine en 1965, madame. Donc vous voyez que ça remonte à très loin parce que avant que la Chine et le Mali ne coopèrent dans le domaine sucrier, on avait dit qu'au Mali, le sucre, on ne pouvait pas avoir la canne à sucre au Mali. Et c'est avec l'aide des Chinois que nous avons pu mettre en place cette unité sucrière. Et cette coopération continue encore aujourd'hui. Il va certes falloir l'améliorer, mais vous avez raison. Le Mali, quand même, est traversé par deux des plus grands fleuves d'Afrique, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Et vous savez, l'Office du Niger et puis une bonne partie du delta du Niger sont des terres arables, mais qui sont insuffisamment exploitées. Malgré tout cela, le Mali est quand même le deuxième producteur de céréales en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. Nous sommes quatrième producteur de riz en Afrique. Et nous sommes parmi les premiers producteurs de coton. Et cette année, je pense que nous allons reprendre notre première place de premier producteur de coton. Et nous sommes sixième producteur d'orange aussi. Et nous avons quand même les plus grandes potentialités avec le karité, mais qui ne sont malheureusement pas exploitées encore, sans compter la gomme arabique. Il y a beaucoup de filières porteuses, malheureusement, qui n'ont pas été exploitées suffisamment. Et je pense qu'il va falloir quand même, au niveau de la politique agricole, aller vers cette transformation structurelle, vers les secteurs à moindre valeur ajoutée, vers les secteurs à plus haute valeur ajoutée. Et c'est pour cela que cette unité technique mise en place avec la Chine est extrêmement importante, parce que vous savez, les intrants sont quand même, jouent un rôle fondamental dans la productivité agricole. Parce que vous savez, en réalité, le problème, c'est un problème de productivité et de compétitivité de nos économies. Et vous avez dit qu'ils sont essentiellement agro-silvo-pastorales. Le bétail, c'est la même chose. Le Mali a le deuxième plus important cheptel de bétail après le Nigeria encore. Mais vous savez, nous faisons très peu de viande, très peu de peau, très peu de kir et très peu de lait et nous importons beaucoup de lait en poudre. Donc vous voyez que tout cela, ce sont des problèmes structurels que nous essayons de résoudre depuis 60 ans. Mes dernières recherches sur la Chine ont prouvé que 97% des exportations de la Chine étaient des produits manufacturés. Vous avez vu, la Chine a réussi cette transformation structurelle assez rapidement, jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que nos pays devraient profiter davantage de tout cela. Après avoir évoqué un peu l'aspect agricole de votre pays, j'aimerais bien savoir la situation dans les villes, parce que selon les données de la Banque mondiale en 2020, 44% des Maliens vivent dans les villes. Et à quoi ressemble la vie d'un habitant dans la capitale Bamako ces 3 dernières années? Est-ce que les réseaux sociaux sont populaires chez vous? L'exode rural est une réalité, parce qu'avant, 40% des personnes de la population malienne se trouvaient dans les villes et 60% dans les zones rurales. Et vous savez que ce sont ces zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Bon, maintenant, il y a cet exode rural des personnes qui quittent les zones rurales pour venir en ville, mais les infrastructures de base ne suivent pas. L'assainissement, l'eau, l'électricité. Et imaginez que la demande d'électricité croît de plus de 15% par an, madame. Et on n'arrive pas, et la société d'électricité n'arrive pas à suivre avec l'offre. Donc nous faisons face à de nombreux délaissages maintenant auxquels il va falloir trouver des solutions. Donc avec des partenariats encore au niveau de la production, mais du transport et de la distribution de l'énergie. Parce que 50% seulement des Maliens ont accès à l'énergie. Vous imaginez cela? Et en Afrique, vous avez 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'énergie. 41% des Africains ne savent pas ce que c'est que de l'énergie. Donc, vous voyez que cela est un handicap pour le développement de nos pays. Maintenant, la démographie, vous savez, nous avons une population très jeune au Mali. La moitié de la population malienne a moins de 14 ans. Elle est très familière avec le numérique. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas d'électricité et que vous ne pouvez pas brancher vos appareils, c'est difficile d'avoir accès aux nouvelles technologies.
Mais aussi, l'accès aux nouvelles technologies passe par l'accès à l'Internet. Et malheureusement, encore jusqu'à ce jour, moi je trouve que c'est encore trop cher au Mali. Bien vrai que la demande soit là, je pense que c'est l'offre qui ne suit pas. Donc vous voyez qu'il y a des opportunités d'affaires parce que lorsque la demande existe et que l'offre n'existe pas, c'est en ce moment qu'il faut formuler des partenariats pour pouvoir quand même combler cela et dans un but d'obtenir quand même une coopération, un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Et maintenant, on doit toucher une question un peu lourde. C'est que ces 3 dernières années, malheureusement, une vague de coups d'État a traversé la sous-région, l'Afrique de l'Ouest. D'après vous, est-ce qu'il s'agit d'une manifestation du mécontentement populaire? Et c'est quoi les problèmes profonds qui sont derrière, d'après vous? Non, vous savez, la vie des pays évolue assez rapidement. Ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas dans la vie d'un pays. Et malheureusement, chaque fois que l'État perd sa vitalité, d'après le président Bourguiba de Tunisie, l'armée va vouloir jouer un rôle. Et vous savez que depuis les années 90, l'Afrique a amorcé un processus de démocratie, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais ces processus qui sont longs n'ont pas toujours eu les résultats escomptés. Et malheureusement, des fois, l'armée est obligée de jouer le rôle d'arbitre, parce que quand la nation est en danger, c'est l'armée qui joue le rôle d'arbitre. Mais je pense que ce sont des processus quand même qui doivent suivre leur cours. Et comme vous le voyez, il y a au moins 4 transitions en ce moment en Afrique de l'Ouest. Mais les transitions sont quand même limitées dans le temps. L'idée, c'est quand même que le peuple puisse choisir ses propres dirigeants. Et moi, je suis pour cela. Je ne pense pas qu'il y ait d'alternative à la démocratie, mais c'est à nous de définir quel genre de démocratie nous voulons. Nous n'allons pas, ce qui convient à la Chine ne convient pas nécessairement au Mali, ce qui convient au Mali ne convient pas nécessairement aux Européens, mais c'est à chaque peuple de définir évidemment les contours de sa démocratie. Ça prend du temps, il y aura des succès, il y aura des échecs, et il faut tirer les enseignements de ce qui a été positif, à mon avis. Et puis après, il y a un autre sujet d'actualité. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso viennent d'annoncer le retrait du G5 Sahel. Cette organisation créée en 2014 a pour but de trouver la paix durable dans l'espace sahélien, mais ce but est toujours loin d'être atteint, on peut le dire. Pour accomplir ce travail inachevé, donc ces 3 pays, dont le Mali, qui ont créé en septembre dernier l'AES, l'Alliance des États du Sahel, décident de compter sur eux-mêmes en quelque sorte. Et comment voyez-vous cette nouvelle alliance et la création possible d'une banque d'investissement commune pour ces 3 pays? Non, je pense que c'est une excellente idée. Vous savez que ces 3 pays traversent des défis quand même qui sont transfrontaliers. Les menaces sont transfrontalières. Je parle de la lutte contre les groupes armés terroristes. Et évidemment, tout est parti de la Libye, après la chute de Muammar Kadhafi, après l'intervention de l'Organisation du traité Atlantique Nord. Et il y a des groupes armés qui se sont retrouvés au nord du Mali, qui sont alliés à d'autres groupes armés terroristes. Et ce sont ces groupes qui se sont déplacés, qui se sont métastasés dans le Mali, malgré la présence de la force des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et qui s'est propagé au Burkina Faso, puis ensuite au Niger. Bien vrai que le Nigeria et le Niger connaissaient au niveau du lac Tchad un autre front, mais la zone des 3 frontières, si je puis m'exprimer ainsi, le Liptako-Gourma, qui est la frontière commune du Mali, du Burkina et du Niger, a été constamment attaquée par ces groupes armés terroristes. Et je pense qu'il fallait quand même renforcer la coopération sous-régionale en matière de sécurité et de défense. Et je pense qu'il y a une haute autorité de développement intégré du Liptako-Gourma qui regroupe ces 3 États depuis les années 70, qui depuis 2017 avait décidé de renforcer la coopération au niveau des aspects sécuritaires, parce que essentiellement cette organisation du Liptako, autorité du Liptako-Gourma, s'occupait surtout du développement socio-économique. Maintenant, avec la création de l'Alliance des États du Sahel depuis le 16 septembre 2023, ces 3 États ont décidé d'aller vers une confédération
et aussi d'aller vers une intégration économique et monétaire. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que vous savez, ces trois pays sont essentiellement des pays agro-silvo-pastoraux. Ces trois pays sont aussi des pays très miniers qui possèdent beaucoup de ressources naturelles. Et ces trois pays, malheureusement, possèdent aussi beaucoup de zones arides, même si ces trois pays possèdent aussi beaucoup de cours d'eau. Donc, semi-désertiques, semi-arides, il faut mettre en place des infrastructures, des facteurs de production. Il faut mettre en place des routes, il faut mettre en place des ponts, il faut faire des aménagements hydro-agricoles, il faut l'accès à l'énergie, parce que ces pays sont parmi les moins électrifiés au monde. Et ces pays sont aussi ceux qui ont le moins accès à la santé et à l'éducation. Donc, il va falloir renforcer ces défis. Et je pense qu'en se donnant la main, en mutualisant leurs efforts, en créant des économies d'échelle, je pense que c'est... Et en renforçant les partenariats, parce que ces trois entités, en parlant d'une seule voix, peuvent, je pense, formuler de nouveaux partenariats qui vont leur permettre non seulement de renforcer leurs facteurs de production, mais aussi de stimuler les investissements, parce qu'il s'agit de fluidifier les échanges, de renforcer les échanges entre ces trois pays. Vous savez que le Niger est quand même producteur de pétrole depuis 2011, grâce à qui? Grâce à la Chine. Mais les autres pays aussi ont du pétrole. Mais je pense que la Chine pourrait jouer un rôle aussi à utiliser ses ressources. Le lithium au Mali, la coopération est en train de bien se faire avec la Chine en ce moment. Mais il y a de l'uranium non seulement au Mali, au Niger, mais aussi au Burkina. Mais si vous prenez la production d'or uniquement du Mali et du Burkina, ils deviennent premiers producteurs africains d'or, en mutualisant leurs efforts. Si vous prenez le coton du Mali et du Burkina, ils deviennent premiers producteurs. Si vous prenez les céréales, c'est la même chose. Si vous prenez le bétail, c'est la même chose. Donc ces trois pays constituent maintenant une force montante en Afrique, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan aussi économique. Et donc, ont besoin de partenariats. Vous avez parlé de la banque d'investissement, c'est génial. Parce que maintenant, nous n'avons pas de banque d'investissement dans aucun de ces trois pays. Bien vrai qu'au niveau des organisations sous-régionales dont nous sommes membres, il y a des banques d'investissement. Mais si vous regardez les prêts qui sont faits aux différents membres de ces pays, ces trois pays sahéliens sont les moins dotés. Donc, je pense que c'est à nos trois pays de l'AES de définir les priorités, puisque les défis sont similaires, mais les opportunités sont aussi similaires, d'aller ensemble pour faire des économies d'échelle avec de nouveaux partenaires et les anciens s'ils veulent s'aligner sur la stratégie de l'AES. Donc, vous avez présenté le potentiel de ces trois pays, de votre pays également. Donc, il faut que, d'abord, on a une situation sécuritaire stable, la paix en général, dans la région, pour que le développement, les investissements viennent. Et donc, est-ce qu'on peut dire dans ce sens-là, les aspirations du peuple de ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est la paix et le développement? Absolument. Vous savez, c'est le sommet des Nations Unies de 2005 à New York, il y avait une résolution qui dit qu'il n'y a pas de paix sans développement, ni de développement sans paix. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Montrez-moi un pays qui a prospéré et qui n'est pas en paix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je pense qu'il faut quand même créer les conditions de paix et de sécurité d'abord pour ensuite créer le développement. Mais ça doit se faire en même temps. Je ne crois pas au tout sécuritaire ou au tout militaire. Je pense que les actions de développement et les actions de paix et de sécurité doivent aller de pair. Et je pense qu'au niveau même de la stratégie de sécurité nationale de ces trois pays, c'est le triptyque défense, diplomatie, développement. Les trois sont faits en même temps. Parce que quelle que soit votre volonté politique de créer des conditions de développement, il faut vraiment que vous ayez des partenaires au niveau international ou sous-régional même. Mais aussi, il faut que vous créez des conditions de paix et de sécurité. Donc, ce triptyque doit aller ensemble. Ces trois piliers doivent être menés en même temps et pour le bonheur des peuples. Et je pense que, évidemment, comme je vous l'ai dit, ces trois pays ont aussi des taux démographiques parmi les plus élevés au monde. La population double tous les 25 ans.
ce qui est un défi, mais qu'il va falloir transformer en atout. Parce que non seulement les pays sont vastes, les potentialités sont énormes, mais encore faut-il que les personnes qui sont là-bas soient en sécurité, soient bien nourries, parce qu'il y a un défi sécuritaire aussi au Sahel, parce qu'on dépend beaucoup de la pluviométrie. Donc il va falloir aller vers une plus grande maîtrise de l'eau. Mais il faut aussi les accès aux soins de santé. Il faut que les populations puissent être soignées et qu'elles puissent aussi s'instruire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, avec les services à haute valeur ajoutée, il n'y a pas de développement sans quand même les ressources humaines. Je pense que le premier capital, ce n'est pas le capital financier ni le capital physique, c'est le capital, ce sont les ressources humaines. Et donc, je pense que cette jeunesse, il faut en prendre soin et il faut la former comme il faut et la mettre dans des conditions idoines pour le développement. Dernière question, c'est que maintenant nous sommes vers la fin de l'émission et aussi vers la fin de l'année 2023. Et donc, Monsieur Macalou, quel est votre souhait pour l'année 2024? Mais pour l'année 2024, je souhaite quand même un monde plus apaisé parce que vous voyez, il y a beaucoup de conflits dans le monde. D'abord, depuis 2020, le monde est en tumulte après la crise de la pandémie sanitaire. Vous avez la crise dans beaucoup de régions du monde aujourd'hui. Et l'Afrique est le continent où il y a le plus de conflits aujourd'hui. Mais je pense qu'il va falloir un monde plus apaisé, de paix et de sécurité. Et aussi qu'il y ait le développement, un monde plus juste, un monde où il y a plus d'équité, où aussi les Africains pourront bénéficier du fruit de leur travail, de leurs ressources naturelles, mais dans un partenariat avec les autres régions du monde. Il va falloir que l'Afrique amorce cette révolution industrielle, la révolution agricole, parce que l'Afrique continue encore à exporter que des matières premières. Cela ne peut pas continuer et les dirigeants africains en sont conscients et ils veulent des partenaires qui vont les aider à maintenant transformer ces matières premières parce que quand il y a de la valeur ajoutée, c'est là que vous augmentez les revenus des populations, c'est là aussi que vous créez des emplois parce que madame, tenez-vous bien, en Afrique, vous avez entre 13 et 15 millions d'Africains qui sortent des écoles et des universités chaque année. Il n'y a que 3 millions qui ont des emplois. Cela ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, vous savez, en Afrique, nous faisons maintenant presque 1 milliard 480 millions d'habitants, autant que la Chine, autant que l'Inde. Donc les défis sont énormes et nous devons vraiment créer ces partenariats. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, mais ensuite créer des partenariats utiles, gagnants-gagnants. Je peux ajouter une petite question parce que tout à l'heure, vous avez évoqué l'université et d'après les informations que j'ai lues sur l'ambassade de Chine au Mali, la Chine a soutenu la construction d'un campus de l'université de Bamako. Je crois que les travaux ont été finis. Et tout à l'heure, vous avez également évoqué que l'aspect des ressources humaines qui sont vraiment le trésor pour un pays. Avec les jeunes, je sais que l'Afrique dispose d'une population assez jeune. On peut transformer la population jeune en une richesse, en des ressources très importantes pour le développement d'un pays. La Chine est on peut dire c'est un nouveau partenaire pour la plupart des pays africains, mais on peut dire également ce sont des partenaires très anciens parce que vous avez évoqué que la première usine de transformation de sucre a été créée grâce à l'aide de la Chine. Alors à l'époque, 65, je crois, la Chine était encore très très pauvre. Donc on a quand même fait quelque chose pour nos frères africains. C'était la solidarité. Donc, est-ce que vous pouvez faire une petite comparaison entre le modèle chinois et d'autres partenaires? Est-ce qu'il y a des choses que les Chinois ont bien fait ou bien on n'a pas fait suffisamment pour nos confrères africains? Non, mais vous savez, dans les années 60, parce que vous savez, le Mali avait choisi une option socialiste en 1960 et en octobre déjà, on a eu l'indépendance en 1960, en septembre, mais en octobre déjà, on avait créé des relations diplomatiques avec la Chine, moins d'un mois après l'indépendance, et avec d'autres pays aussi, comme l'Union soviétique et les États-Unis et l'Allemagne, évidemment.
Et le Mali a beaucoup collaboré avec beaucoup de pays, mais avec la Chine, la coopération a été très intense jusqu'à récemment. Je le sens moins. Depuis l'ère de la démocratie, je sens moins la coopération sino-malienne. Je pense qu'elle est moins forte maintenant et elle semblait beaucoup plus renforcée parce que moi-même, je connais un peu la Chine et j'ai connu beaucoup de personnes qui ont beaucoup travaillé avec la Chine. Et je pense que le modèle chinois, parce que la Chine ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des pays, et la Chine essaie de combler les besoins des pays. Mais malgré tout cela, je pense que c'est à nos pays de renforcer encore leurs besoins. Moi, j'ai eu une interview récente sur les routes de la soie, c'est ce que j'ai expliqué, que je pense que l'Afrique encore n'a pas suffisamment exprimé de besoins par rapport à cette initiative, ce projet pharaonique, qui est un projet qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde, mais il y a une opportunité pour la Chine, mais qui est aussi une opportunité pour l'Afrique. Parce que je pense qu'il y a une coopération gagnant-gagnant qu'on peut renforcer davantage, mais la Chine ne peut pas faire les choses à notre place. C'est à nous de voir nos besoins et de les renforcer. Vous avez parlé de l'université de Kabbalah, mais c'est une ville, c'est pratiquement une ville, c'est un ouvrage formidable qui vient d'être renforcé encore par rapport à la population malienne, qui est très jeune, comme je vous l'ai dit. Et je pense qu'il va falloir renforcer encore cette coopération et les échanges aussi, mais surtout la formation, l'innovation, la recherche au niveau de la technologie. Je pense que c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, la Chine est quand même aux premières loges de la recherche scientifique et technologique au monde. Et je pense que les pays africains devraient en profiter, mais il faut que nous-mêmes, nous soyons très sûrs de ce que nous voulions, parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Merci, Monsieur Makalou. Et est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà visité la Chine dans le passé? Madame, je suis né en Chine. Je suis né en Chine en octobre C'est vrai? 1964. Oui, vous savez, en janvier 64, le Premier ministre Chouin Lai était venu ici au Mali et il a invité mes parents à venir faire un séjour en Chine et je suis né pendant ce séjour. Ah, d'accord, à Beijing. À Beijing, et puis mon père, il a subi une opération à la hanche en Chine. Il faisait de l'acupuncture aussi là-bas. Il est resté quelques mois. Et il était un collaborateur du président Modibo Keïta, dont je porte le nom. Et mon père a ajouté le nom du président Mao. C'est pour cela que je m'appelle Modibo Mao. D'accord, d'accord. Ok. Et en C'est vraiment 2004, la plus grande surprise dans cette interview. à l'époque, il y avait un hôpital américain à Pékin, c'est là-bas que je suis né. Et qui est devenu une université maintenant. J'ai été visiter, c'est une université maintenant. Ok, je crois que je vais revenir sur vous bientôt pour une Inch'Allah, deuxième. Inch'Allah. Je suis à votre service. Et j'espère pouvoir vous accueillir à Beijing, le lieu de votre naissance. Avec plaisir, madame. Ok, au revoir. À bientôt, au revoir.